Le mercato d'été 2019-2020 était comme d'habitude très mouvementé dans la planète football et beaucoup de joueurs ont fait le grand saut vers de meilleurs clubs pour progresser. Certains joueurs ont préféré des clubs moins importants voire carrément changer de championnat pour se relancer avec bien sûr un meilleur temps de jeu. Et yo les Nakamas, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. Dans cette vidéo les potos, on va parler ensemble des 10 pires transferts du mercato d'été 2019-2020. Je vous avais sollicité les amis sur Instagram pour que vous puissiez me donner votre avis à propos des pires transferts du mercato d'été 2019-2020. On a eu beaucoup de grands joueurs partis dans de grands clubs, beaucoup de grands joueurs voire aussi de joueurs moyens ou petits joueurs qui sont partis du coup dans des clubs moins importants pour pouvoir se relancer, récupérer un petit peu de la confiance et aussi forcément du temps de jeu. Vous avez été des centaines à participer, du coup j'ai fait le tri parmi toutes vos propositions afin de récupérer les 10 noms qui revenaient le plus souvent et qui me semblent en tout cas les plus intéressants à évoquer dans cette vidéo. Vous avez sollicité les amis en premier lieu Andersen, le nouveau défenseur de Lyon qui d'ailleurs au passage a été recruté entre 25 et 30 millions d'euros, c'est d'ailleurs la recrue la plus chère de l'histoire de Lyon. Alors malheureusement, même si on pensait que dès le début de saison il allait s'imposer, qu'il allait former du coup à long terme la charnière centrale de l'OL avec Denayer, on voit en tout cas que ce Danois a beaucoup mais beaucoup de mal à s'illustrer, il a beaucoup de mal à s'adapter à la vie en France, à Lyon, aussi des jeux de l'OL, à la philosophie aussi de la Ligue 1, il a du mal à se mettre en avant, à être en tout cas le leader technique et défensif que Lyon attend en tout cas dans sa charnière centrale. On a un joueur qu'on voit qu'il est pas en confiance, certes il a quand même un physique assez intéressant mais il se fait souvent bouger par les attaquants adverses, il a du mal à s'imposer dans les airs, il a du mal aussi à la relance, il est pas forcément très serein en tout cas ballon-pied. J'aime beaucoup regarder l'OL en général mais franchement quand je le vois lui, je préfère largement pour l'instant avoir un Denayer et Marcelo Dea, même si bien évidemment cette saison Lyon offensivement et défensivement surtout c'est pas du tout ça, ça prend des buts même contre ceux qui jouent le maintien, ça prend des buts en tout cas assez importants. C'est un petit peu dommage en tout cas de voir Lyon qui de base a quand même un grand projet, un projet solide, se retrouver au milieu de tableau qui enchaîne les nuls, les défaites, même contre les clubs les moins importants, c'est quand même assez inquiétant. À la base Andersen il était titulaire avec Silvinho, bon ça a duré 3-4 matchs en début de saison, il a fait des prestations très mauvaises autant en Ligue 1 qu'en Ligue des Champions, forcément au bout d'un moment il faut réagir et en tout cas le piquer dans son orgueil. Du coup Silvinho l'a mis sur le banc au profit de Marcelo, Rudy Garcia du coup est arrivé, il a essayé de le relancer rapidement mais contre le Zénith c'était un carnage absolu, il s'est fait prendre de vitesse, il a été pris au physique, il a été pris en tout cas sur le positionnement, sur le marquage et tout ça, il est à la rue. Du coup pour l'instant Andersen ne justifie absolument pas son prix, on sait en tout cas qu'il a du potentiel qui peut potentiellement s'imposer sur la durée, donc à voir s'il va former du coup d'ici là avec Denayer une charnière intéressante pour relancer l'OL. Vous avez aussi sollicité les amis Renato Sanchez arrivé du coup depuis le Bayern Munich pour 20 millions d'euros, ce qui est donc la recrue la plus chère de l'histoire de Lille. On a du coup encore une fois un record pour un joueur qui est quand même de base assez intéressant, qui s'était montré à l'époque à l'Euro 2016 avec le Portugal. C'était quand même un joueur qui était hyper bon à Benfica, qui a certes connu des grosses galères au Bayern Munich, qui s'est jamais imposé, il a toujours été remplaçant, voire carrément remplaçant du remplaçant. Il a fait quelques prêts par-ci par-là, il arrive du coup cette fois-ci à Lille avec un transfert sec pour justement pouvoir se relancer, récupérer de la confiance, espérer pourquoi pas participer à l'Euro 2020 avec le Portugal. Sauf qu'avec Lille les amis pour l'instant c'est 14 matchs et un seul but, c'est vraiment une catastrophe, je sais pas si vous l'avez vu mais c'est vraiment un scandale, la moindre passe elle est foirée, le moindre contrôle en tout cas est foiré, c'est vraiment indigne du joueur qu'il était à l'époque à Benfica, des grosses lourdes qu'il pouvait mettre, des transversales qu'il pouvait provoquer, des 1-2, des crochets qu'il pouvait faire. On voit que le mec il est très lent maintenant, il perce aucune ligne et tout ça. On voit en tout cas que depuis début décembre 2019 il se rattrape un petit peu, c'est d'ailleurs là qu'il a marqué son premier but contre Montpellier. Il commence un petit peu en tout cas à trouver ses marques, son rythme et tout ça, s'adapter aussi à la philosophie de Lille et bien évidemment aussi à celle de son entraîneur. Sauf qu'on est tous d'accord pour le dire les amis, Renato Sanchez il a certes été à Lille etc, c'est un grand joueur pour Lille et tout ça, mais pour moi en tout cas il est pas dans la veine d'un Nicolas Pepe qui était à l'époque à Lille, il est pas non plus dans la veine d'un Victor Osimhen maintenant qui s'est parfaitement adapté, qui cartonne en tout cas en Ligue 1. Il va falloir pour lui en tout cas au s'étend de 1 voire 2 voire 3 étages s'il va en tout cas retrouver son niveau, s'imposer comme un des meilleurs joueurs du championnat comme il devrait l'être normalement en termes de potentiel et pourquoi pas aussi retrouver le Portugal en fin de saison. Mathys de Ligt les amis ensuite, alors forcément c'est un joueur qui déçoit énormément du côté de la Juventus cette saison, il est arrivé après une grosse bataille au mercato parmi les meilleurs clubs d'Europe qui le voulait, c'était le leader en tout cas de l'Ajax Amsterdam depuis qu'il est petit, il a été formé là-bas, il a grandi là-bas, c'était le capitaine, c'était l'idole du peuple là-bas, c'était vraiment l'emblème de la génération dorée de l'Ajax et des Pays-Bas, parce qu'il est aussi au passage chez les Pays-Bas, il est aussi forcément titulaire en puissance, c'est un patron aux côtés de Van Dijk en défense centrale, c'est pour ça d'ailleurs que les Pays-Bas ont pu se relancer aussi au niveau international, donc c'est pour ça aussi que De Ligt normalement devait s'imposer comme un patron en arrivant
à la Juventus. Il s'est frotté forcément à des patrons comme Bonucci, comme Chiellini, etc. On pensait qu'il allait être hyper bon d'entrée. Alors certes, il était titulaire dès le début du coup sous les ordres de Sarri, mais malheureusement, il a provoqué beaucoup de pénaltys. Il a fait du coup beaucoup d'erreurs de main, des fautes dangereuses. Il est pas serein, il est pas très bon à la relance. Il fait des erreurs que n'importe qui en tout cas ne devrait pas faire. On reconnaît pas du tout le leadership de De Ligt. On reconnaît pas non plus le mec charismatique qu'il était à l'Ajax Amsterdam. Il a du mal à trouver ses marques. Certes, l'Italie c'est très tactique, c'est très physique et tout ça. C'est l'un des meilleurs championnats du monde, si ce n'est le meilleur championnat du monde en défense, mais à un moment les amis, il faut quand même que le mec fasse jouer l'expérience qu'il avait accumulée à l'Ajax Amsterdam, qui sorte de son cocon pour qu'en plus il puisse s'assumer devant tout le monde. Là on a De Ligt qui a en tout cas le poids de son transfert sur les épaules. Il sait qu'il arrive dans un très grand club, qui a beaucoup d'attentes, que gagner la Ligue des Champions ça devrait être normal pour la Juventus, ou du moins arriver le plus loin possible en Ligue des Champions. Il a été à la ramasse contre l'Inter en championnat, contre la Lazio face à Immobile, du coup il a été très très mauvais en tout cas contre les meilleurs attaquants. En Ligue des Champions il a pas du tout pesé de son poids, son expérience ni son potentiel. En plus maintenant il a perdu sa place contre le Turc Demiral, qui est, je crois qu'il a le même âge que lui, ou il a carrément un an de plus que lui, et qui est quand même excellent. Le mec a donné des masterclass pour le moment en Serie A et en Ligue des Champions, donc c'est naturel que pour le moment De Ligt soit sur le banc et prenne son mal en patience. En tout cas Andersen et Renato Sanchez, pour moi c'est l'un des plus grands flops en tout cas du mercato 2019-2020, même si bien évidemment je suis très confiant pour le fait que De Ligt va s'imposer durant la saison et pendant de longues années à la Juventus. Après, si jamais la Juventus, mon pote, veut s'en débarrasser, moi je l'accueille à bras ouverts au Real Madrid, parce que c'est pas comme si Ramos allait partir dans pas longtemps, mais c'est quand même intéressant. Antoine Griezmann, les amis, qui était sollicité par votre part. Alors forcément, quand on parle de Griezmann, c'est quand même un bon joueur, c'est même un excellent joueur, vainqueur de la Coupe du Monde. Il a fait du bien à la Sociedad, à l'Atlético Madrid. Au Barça, il s'impose petit à petit. Alors il a fait un très mauvais début de saison, il avait du mal à se trouver avec Suarez, avec Messi. Il avait du mal en tout cas à connecter avec les attaquants. Il savait simplement qu'à bouffer les espaces, prendre la profondeur et tout ça. Il avait du mal à se rendre utile et toucher très peu de ballons. Il avait été souvent mis sur le banc par rapport à Ansu Fati, ou même carrément avec Ousmane Dembélé quand il est pas blessé. Mais là, quand arrive fin décembre, début janvier en tout cas 2020, c'est quand même un petit peu normal que maintenant il a trouvé ses marques. Messi lui fait plus confiance, il arrive en tout cas à enchaîner les buts et à être décisif à chaque match. Il a marqué quelques buts intéressants en Liga, donc forcément maintenant il trouve ses marques, il arrive à combiner, qui est hyper intéressant de base, et c'est sûr qu'il lui fallait quand même un peu de temps pour trouver sa place et faire en sorte en tout cas que son niveau soit reconnu par ses coéquipiers. Après il faut dire aussi que l'événement qu'il avait fait il y a un an, notamment avec son vrai faux transfert au Barça, ça n'a pas dû aider son adaptation. Au final maintenant il y est bien, et croyez-moi à mon avis que Griezmann va être très décisif durant la saison et celle d'après. Harry Maguire, les amis, qui a un transfert très critiqué de Leicester jusqu'à Manchester United, 87 millions d'euros pour un défenseur qui devait s'imposer comme étant le rock défensif, qui devait aider Manchester à retrouver une belle défense. Alors pour le moment c'est 18 matchs en première ligue, 22 buts encaissés pour Manchester. Certes il n'est pas le seul fautif, mais pour le moment quand tu regardes un match de Manchester, c'est pas lui en tout cas qui apporte la sérénité, la sécurité, c'est pas lui en tout cas qui dirige parfaitement le bloc défensif de United. Il a beaucoup de mal à tirer tout le monde vers le haut, et pour le moment en tout cas son équipe en pâtit beaucoup. Il n'y a qu'avec l'Angleterre pour l'instant qu'il arrive à peu près à faire de bonnes performances, mais avec Manchester United pour le moment, un petit peu à l'instar de tout le collectif, ça pêche vraiment. Joao Félix, ou du moins Joao Félix, appelez-le comme vous voulez. Alors pour moi je le traite pas du tout comme un flop. Alors certes il est arrivé pour 126 millions d'euros à l'Atlético Madrid, certes il est encore très très jeune et tout ça, mais pour moi c'est un joueur qui a un énorme potentiel, qui le prouve à chaque fois qu'il joue. Forcément quand tu dis que c'est un flop, je suis désolé, mais ça veut dire que tu n'as pas vu un match de Joao Félix avec l'Atlético Madrid. Il crée beaucoup de dangers, il se la régale, il fait des crochets, il crée les décalages, il provoque en tout cas les buts de Correa, de Diego Costa ou de Morata, il provoque des penalties, il fait des beaux centres et tout ça. Même si pour l'instant ses statistiques en passe D ou en but ne suivent pas, il est largement à la hauteur en tout cas de son transfert, et je suis très certain que d'ici cette saison, tout comme De Ligt et tout ça, il finira par s'imposer et faire fermer des bouches. Surtout qu'en plus, contre la Ligue des Champions notamment, avec le match contre Liverpool qui l'attend, il aura peut-être l'occasion de se montrer. Il faut aussi en tout cas que l'Atlético Madrid s'affirme davantage pour remonter au classement de la Liga. Il aura aussi notamment l'Euro 2020 avec Ronaldo pour montrer de quoi il est capable. Nicolas Pepe, les amis, ça par contre c'est vraiment un très gros flop de la part d'Arsenal. Ils l'ont acheté pour plus de 60 millions d'euros à Lille. Alors certes en Ligue 1 il a tout cassé l'an dernier, c'était vraiment le patron à Lille, il marquait beaucoup de buts, il a été phénoménal. Certes un peu quand même dans l'ombre de Kylian Mbappé qui avait explosé son record de buts et tout ça, mais c'est quand même un très bon joueur qui était en Ligue 1, qui marquait régulièrement, qui sauvait en tout cas Lille et qui leur a permis surtout d'accéder aux places qualificatives de la Champions League. C'est quand même pas rien. Sauf que depuis qu'il est Arsenal, t'as vraiment l'impression que le mec ne sait plus mettre un pied devant l'autre, il arrive plus à prendre de vitesse les défenseurs. Au début quand il a commencé à faire des petits crochets, des petits points et tout ça, t'avais l'impression qu'il était déjà en confiance, qu'il était déjà lancé. Au final son effet d'arrivée n'a pas duré très longtemps, il s'est vite éteint, il a vite
perdu en tout cas le rythme, il a vite perdu son adaptation, son jeu, son niveau de vitesse et tout ça. C'est vraiment un joueur maintenant qui est méconnaissable et qui est quasiment plus beaucoup titulaire, autant avec Emery, avec son remplaçant, et après on verra maintenant avec Arteta s'il reprend de la confiance. Pour le moment il a quasiment très peu marqué à part des pénaltys ou des coups francs, du coup on attend vraiment de Nicolas Pepe qui prenne de l'engagement, qui prenne pourquoi pas aussi de l'ascendant sur le jeu, parce qu'avec Lacazette et Aubameyang, t'as potentiellement des trios les plus rapides, les plus puissants à mettre en évidence. Et du côté des résultats, pour l'instant ça marche pas. Jovic les amis, alors forcément en tant que grand supporter du Real Madrid, je suis très blasé de la part de Zidane, du staff madrilène en tout cas, qui ne gère très mal le cas de Luka Jovic. On a un joueur qui a été recruté de Francfort pour 60 millions d'euros pour épauler ou remplacer Benzema, en tout cas pour le faire souffler. Le pauvre doit se contenter pour le moment des miettes de Benzema, qui est simplement le meilleur neuf actuellement, enfin derrière Lewandowski du moins. C'est pour l'instant un Benzema qui est hors norme et indispensable au Real Madrid, qui est sur le terrain. Du coup forcément tu peux pas l'enlever, ni le faire souffler, ni le faire sortir beaucoup trop tôt dans un match. Jovic malheureusement du coup doit rentrer en cours de match accompagné de Benzema dans un 4-4-2, ou alors se mettre à son service en jouant sur un côté. C'est très compliqué pour lui en tout cas de devoir s'adapter à un nouveau poste, à de nouvelles consignes, une nouvelle liga, enfin c'est très compliqué pour lui. Il a du mal aussi à se comprendre avec Zidane, comme il a vu notamment des petites vidéos polémiques où il comprenait pas les consignes de Zizou. Mais on a quand même un joueur serbe qui est quand même très puissant, qui a beaucoup de potentiel, qui avait explosé son record de but l'an dernier, qui avait fait beaucoup de sensations en Europa League, en Allemagne, en Bundesliga et tout ça. C'est pas un joueur en tout cas qui a pu perdre son talent en un transfert, c'est pas un joueur qui a perdu son talent en un été. Certes pour l'instant il manque de rythme et de temps de jeu, mais je suis certain que quand il commencera à rentrer régulièrement, à marquer beaucoup de buts, ça deviendra une véritable machine. Pour terminer aussi maintenant avec les deux derniers attaquants du coup, Moise Kean et aussi Balotelli. Alors tous les deux en tout cas sont en manque de confiance, ça crève les yeux. Balotelli est parti du coup de Marseille à Brescia, donc malheureusement pour lui Brescia est un club qui vient de monter, ils sont actuellement aussi relégables, il a mis que 4 buts, ils prennent des buts en rafale, le pauvre n'a pas le temps de se mettre en évidence parce que son équipe ne maîtrise pas le jeu, tactiquement ils sont vraiment à chier, ils se font balader de tous les sens, même contre les équipes moyennes de Serie A. Du coup forcément si ton équipe est baladée, que t'as pas le ballon, que tu dois plus courir que les autres, t'auras beaucoup moins d'occasions à te mettre sous la dent pour pouvoir t'illustrer et marquer des buts. Mais il est plus clair en tout cas que pour l'instant c'est pas forcément Balotelli le flop de Brescia, mais plus le club de Brescia en lui-même qui est un flop pour cette saison. Sauf qu'en plus de ça Balotelli a subi pas mal d'événements de racisme même au sein de son propre club, c'est quand même déjà à partir de là assez compliqué. Et Moise Kean par contre du coup qui est parti de la Juventus à Everton pour gagner du temps de jeu, pour se mettre en confiance, faire profiter en tout cas de son talent au monde. Il a un talent qui est hors norme, le mec dès qu'il rentre en jeu l'an dernier, il marquait des buts en Serie A, en Ligue des Champions, il était vraiment décisif avec la Juventus pour faire souffler Ronaldo ou carrément pour l'épauler. Il était même le premier remplaçant devant Dybala à des moments, c'est pour dire à quel point il était hyper intéressant derrière Mandzukic et Ronaldo. Il a voulu partir du coup de la Juve forcément avec l'arrivée d'Higuaín et tout ça, il allait forcément perdre du protagonisme, il allait forcément perdre de l'importance. À Everton, il n'a pas forcément beaucoup de concurrents qui pouvaient en tout cas le mettre sur le banc, et malheureusement c'est le cas. Il s'adapte pas ni à la première ligue, ni à l'intensité, ni aussi aux exigences du football anglais. Du coup on a un autre flop du coup avec Moise Kean du côté d'Everton, et malheureusement pour lui, il a du mal à gagner du temps de jeu, et déjà on pense déjà à un retour en Serie A dans un club moins huppé pour se relancer. Donc voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo des 10 pires transferts en tout cas de la saison 2019-2020. Si vous avez d'autres exemples, pourquoi pas, dites-le moi en commentaire, dites-moi parmi ceux que j'ai cités quels sont pour vous les flops, les non-flops, etc. Donnez-moi tous vos arguments en commentaire, je lirai tout ça. Si vous voulez davantage de vidéos football, que ce soit des analyses, des théories, analyses de jeux, etc., d'équipes, de joueurs, de tout ce que vous voulez, même carrément d'analyse d'informations, je vous laisse bien évidemment vous abonner, cocher la cloche, me laisser de gros pouces bleus, ça me fera super plaisir. T'as aussi le lien de ma chaîne manga, animé, jeux vidéo, mon Instagram, mon Twitch et mon Twitter en description. Et à bientôt pour une prochaine vidéo, ciao.